Alors, pour l'instant, 17h38, on accueille le professeur Angelo Dos Santos, professeur de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Bon après-midi, professeur Dos Santos. Bon après-midi. Ça va bien? J'ai besoin juste de vous faire une petite correction. Je suis un sociologue du travail, pas un psychologue. Je suis à l'UQAM au département d'organisation et ressources humaines. Oh, OK. Et parce que, bon, moi-même, j'allais justement parler de situation surtout à Laval, en disant, bon, ben, comme père de famille, ça nous touche tous. Quelle est votre première réaction, professeur? Pour l'accident de l'autobus, je Oui, trouve oui. ça extrêmement troublant et j'étais vraiment bouleversé à voir les nouvelles ce matin et surtout que ça touche nos enfants. C'est toujours extrêmement désolant. Oui, absolument, absolument. Professeur, alors maintenant, notre sujet, c'est quand même en soi une bonne nouvelle. On nous dit que ben il y a de moins en moins de situations où nos jeunes s'enlèvent la vie, le taux de suicide qui diminue. Moi, je n'ai presque jamais connu ça à Montréal, au Québec. Il me semble que du côté des jeunes, ça va toujours en croissance. Euh, il y a une diminution, c'est positif, mais quand même, ça reste élevé et préoccupant, cette statistique. Et on regarde que pour les jeunes garçons, a une petite diminution, mais il y a une augmentation pour les jeunes filles. Donc, il faut, quand on parle de suicide, toujours rester vigilant, très attentif et penser toujours à comment on peut prévenir et soutenir les gens pour qu'ils ne pensent pas à s'enlever la vie. Ce n'est pas une solution. On veut, les gens qui se suicident veulent arrêter de souffrir. Ils ne veulent pas mourir. Donc, il faut aider et expliquer aux jeunes, à toutes les personnes aussi qui peuvent penser à s'enlever la vie, qu'il y a toujours des solutions, il faut en parler. Il ne faut pas vivre avec ces idées sans partager avec d'autres qui peuvent voir d'autres pistes de sortie qui parfois, quand on est dans la détresse, on ne voit pas. Et surtout lorsqu'on parle de cette catégorie d'âge pour qui tous les espoirs sont permis, qui peuvent changer le cours des choses s'ils se donnent la chance de vivre plus vieux comme vous et moi, pas vrai? Mais vous savez, les jeunes vivent énormément de précarité dans les marchés du travail. Ils sont toujours une catégorie assez, à mon avis, les inégalités sont présentes dans cette catégorie d'âge. Donc, il faut toujours être très vigilant. Il faut toujours regarder. Je pense aussi adapter nos moyens de prévention aux jeunes. Donc, j'ai fait partie d'un centre de recherche ici à l'UQAM, les crises. Et il y a on développe depuis quelques années tout un axe de recherche sur la prévention des suicides associés à l'Internet. Donc, utiliser les nouvelles technologies pour la prévention du suicide. Et je pense que ça touche directement aux jeunes et ça, c'est une manière aussi de cibler nos moyens de prévention à ce groupe d'âge. Et puis, vous parlez de précarité que vivent les jeunes qui pourraient les amener au suicide. Mais ça dépend aussi de chaque pays, ça dépend de la culture, ça dépend des moyens. Parce que pour les pays pauvres, si on parle de précarité, il n'y aurait pas d'adultes parce que les jeunes s'enlèveraient, presque tous les jeunes s'enlèveraient la vie, n'est-ce pas? Or, le niveau de suicide dans les pays pauvres n'atteint pas ce qu'on a dans nos pays occidentaux, nos pays riches.
absolument. Il y a des différences entre les pays, mais ce que je peux vous dire, c'est que les conditions aussi que vivent les jeunes dans les pays en développement ne sont pas nécessairement aussi jojo. Si on pense par exemple aux enfants au Bangladesh qui travaillent dans les usines avec d'exposition à tous les produits chimiques, donc est-ce qu'ils vont pas s'enlever la vie, mais est-ce qu'ils vont vivre longtemps? On peut se poser la question. Ce n'est pas juste les suicides. Les suicides peuvent apparaître comme une solution ultime pour arrêter cette souffrance, mais parfois, l'espérance de vie de ces enfants dans un pays de développement vont être beaucoup moins élevées que dans des pays plus développés. Et pourtant, ces gens-là, des pays sous-développés, des pays pauvres, vont tout faire pour maintenir cette vie, alors que dans les pays riches, on s'enlève la vie plus aisément. Je ne veux pas dire avec joie, comme vous l'avez dit, peut-être que ces gens veulent arrêter de souffrir. C'est peut-être la perception de la souffrance qui diffère d'un pays riche à un pays pauvre. Je pense qu'il y a une erreur dans cette façon de voir, à mon avis. Il y a un philosophe, Wittgenstein, il a dit c'est impossible de comparer les souffrances humaines. Les souffrances sont les souffrances. Les cris d'un seul homme ne peuvent pas être comparés aux cris de d'autres hommes. Donc, c'est vraiment, il faut examiner les contextes, à mon avis, parce que moi, je crois que les contextes sociaux, les contextes organisationnels, les conditions de vie et de travail que les gens ont contribuent énormément pour des conséquences autant pour la santé mentale, autant pour les pensées de suicide, autant pour d'autres inégalités qui vont affecter plus un groupe qu'un autre groupe social. En parlant de groupe, professeur, pendant longtemps, et étant donné que les hommes comment caracolaient en tête dans ce palmarès-là comme des candidats au suicide et qui passaient plus à l'acte que les femmes, je me disais que les hommes étaient au Québec très dépendants de leurs femmes qui représentent la mère, la sœur, un tout pour eux. Mais maintenant, les statistiques viennent de nous démontrer que les femmes ont tendance à s'enlever la vie. Donc, moi, je n'ai plus aucune raison de penser comme j'ai pensé avant, là. Je ne suis pas d'accord. Les hommes, même aujourd'hui, dans les statistiques que nous avons qui viennent de sortir, les hommes sont 3 fois plus dans les statistiques de suicide que les qu'on compare avec les femmes. Donc, c'est une tendance depuis très longtemps. 3 fois plus d'hommes vont s'enlever la vie comparativement aux femmes. Il faut comprendre aussi que, par exemple, les hommes mariés vont se suicider moins. Donc, le mariage est un facteur de protection pour les hommes. Quand les hommes sont seuls, ils vont s'enlever plus la vie que quand ils sont en couple. Et tout ça, c'est parce que... Mais, professeur, est-ce que vous n'avez pas dit, parce que je n'ai pas vu les statistiques, vous n'avez pas dit qu'on commence à voir de plus en plus de femmes utiliser, en tout cas s'enlever la vie au Québec, et c'est un petit peu pour ça que j'ai dit, c'est peut-être un précédent à suivre, n'est-ce pas? Et surtout pour lequel on doit tout faire pour éviter qu'elles deviennent comme les hommes. Ça dépend des groupes d'âge. Mm-hmm. Donc, nous avons des jeunes filles avoir une augmentation, une tendance à la hausse. Mais ça ne veut pas dire que dans l'ensemble, les femmes vont se suicider plus que les hommes. Donc, dans l'ensemble de la population, quand on compare hommes et femmes, les hommes vont se suicider 3 fois plus. 3 fois que les femmes. Ouais. Donc, il y a une tendance à baisse du nombre de suicides, ce qui est positif. À mon avis, c'est comme un reflet aussi un peu de tous les efforts de prévention
qui ont fait au Québec et surtout les secteurs communautaires, parce que les secteurs communautaires, nous avons énormément de travail qu'ils font dans la prévention du suicide et à mon avis, il faut les valoriser, il faut les saluer pour tout ce travail-là et qui est fait parfois sans nécessairement avoir beaucoup de sous. Donc, c'est vraiment un grand travail qui est fait par les secteurs communautaires, parce que même les services qui sont offerts par le gouvernement sont nettement insuffisants. Donc, les communautaires vraiment font une partie. Donc, quelqu'un qui va aller, un jeune qui va aller demander de l'aide, ça va attendre des mois pour avoir accès à un psychologue. Les ressources sont vraiment insuffisantes aujourd'hui encore. Et de plus en plus limitées, n'est-ce pas? Alors, professeur, j'avais une question que je ne poserai pas parce que autrefois, on disait que celui qui s'enlève la vie est un lâche. J'ai déjà entendu ça. Par rapport à celui qui a suffisamment de courage pour passer à l'acte, etc., etc. Mais lorsqu'on parle de sexe fort et de sexe faible, est-ce qu'il y a un rapport justement parce que vous avez 3 fois plus d'hommes qui s'enlèvent la vie que de femmes? Est-ce qu'il y a un rapport entre ce qu'on appelle le sexe fort et le sexe faible? Regarde, ça serait l'inverse. Donc, ça, c'est des préjugés, ça, c'est vraiment des idées, des stéréotypes, ça n'aide non plus avec la prévention de suicide. Il n'a rien à voir avec force, faiblesse. Les gens qui s'enlèvent la vie, ils vivent des situations, des contextes qui sont extrêmement souffrants, qui causent une douleur psychique qui est extrêmement puissante et qui les enlève la possibilité de regarder des possibilités sans sortir de cette souffrance. Donc, il faut à tout prix enlever ces idées, ces préjugés qui entourent les suicides. Vous voyez, une des raisons pour lesquelles, par exemple, on essaie d'expliquer les suicides des hommes, c'est exactement parce que la société lui impose un rôle d'être toujours très fort, qu'il va être capable, il doit être celui qui ne peut pas démontrer, ne peut pas pleurer, il ne peut pas montrer des émotions comme la peur, il doit foncer, il doit être responsable pour sa famille. Donc, il y a énormément de poids. Puis quand l'homme n'est pas capable de remplir ces rôles qui les gens disent qu'il faut qu'il fasse, ça se traduit dans une très grande souffrance. Et parfois, ce n'est pas parce que la personne ne veut pas, c'est parce qu'il y a un contexte qui est extrêmement difficile. Par exemple, vous avez des contextes de crise économique, vous avez des contextes de très hausse, le chômage, c'est une des raisons pour un facteur de risque pour en avoir plus de suicides. Donc, il y a beaucoup de variables qui ne sont pas nécessairement juste des variables individuelles qui peuvent amener les gens. C'est vraiment... aujourd'hui, on ne peut plus penser dans ces termes-là. Professeur Angelo Dos Santos, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement important et sérieux. Merci à vous pour l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà pour l'instant 17h52. Dans un instant, on va recevoir Dominique pour la circulation et dernier tour à la circulation, la météo. Restez là.
Alors, je rappelle, mesdames, messieurs, dans nos informations du jour, que Washington évoque une flotte de ballons espions chinois à travers le monde, à travers les 5 continents. Les États-Unis ont donc indiqué mercredi être en discussion avec leurs alliés et partenaires à propos de la flotte de ballons d'espionnage que la Chine a, selon eux, déployée dans le monde entier ces dernières années. Les responsables américains ont assuré que la décision d'attendre avant de d'abattre ce ballon, avait fourni une formidable occasion de mieux comprendre et d'étudier l'engin dont la traversée du territoire américain a captivé le pays pendant plusieurs jours. Washington a depuis assuré que la Chine n'en était pas à son coup d'essai et que Pékin avait envoyé 3 aéronefs pour de brèves incursions dans le ciel américain pendant la présidence de Donald Trump et déjà 1 an au début du mandat de Joe Biden. La Chine a, de son côté, vivement condamné la destruction du ballon, selon elle, un aéronef civil utilisé à des fins de recherche principalement météorologiques qui était entré de manière involontaire dans l'espace aérien américain. C'était un acte irresponsable et en réponse, nous avons agi de façon responsable et prudente afin de protéger nos intérêts, a justifié mercredi le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, lors d'une conférence de presse aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Mesdames, messieurs, on termine tout ça en beauté avec Dominique pour ce dernier tour à la circulation, la météo, Dominique. Allô, Jean-Ernest. Bon, du côté de la météo, du côté de la circulation, ce qui reste, bon, si on regarde la rive sud, la 25 sud, oui, on est à Beaubien, et en sens inverse, c'est pas super pour la 25 nord. Pour le pont Champlain aussi, c'est encore, on est encore à de la Vérandrie, Bonaventure, on est au pont Victoria et oui, Victoria est un meilleur choix pour le pont Champlain. Et ensuite, merci, encore occupé depuis Saint-Pierre. Sinon, pour les métropolitaines, bon, c'est ça, on est toujours à l'entrée Côte-de-Liesse, Descarriers jusqu'à Christophe-Colomb. Et ensuite, Lacordaire, L'Angelier et la 40 vers Repentigny, on est en Ribourassa et en sens inverse, ça va pour la 40 ouest jusqu'à l'approche d'Anjou. Autrement, métropolitaine en ouest, Viau, Christophe-Colomb entre les 2,15 et puis Côte-Vertu pour la 13. Et c'est ça, les 13 nord, le sud reste encore occupé. Pour les ponts de Laval, P9, le RS est actuellement le plus occupé, je vous dirais, depuis Saint-Martin encore, jusqu'en Ribourassa. En sens inverse, ça va. Pour le pont Papineau-Leblanc, là aussi, un petit ralentissement à la fin de la traversée. Et puis, en sens inverse, du côté d'Henri Bourassa, je vous dirais. Sinon, pour le pont Viau, le pont Viau et la Chapelle, il y a eu une nette amélioration, mais il y a encore du ralentissement, Jean-Ernest, alors il faut quand même prendre son mal en patience, c'est ça. Voilà, c'est bien dit, Dominique. Et puis pour la météo, à quoi peut-on s'attendre? La météo, bon, c'est ce soir et cette nuit, là, on parle d'un minimum de moins 5, pardon, actuellement il fait plus 3, et moins 5 pour ce soir, moins 9 au cours de la nuit avec le refroidissement éolien, de la pluie ou de la neige pour demain, maximum plus 1 et plus 2 en soirée avec de la pluie, et vendredi 3, de la pluie et de la neige en soirée pour un minimum de moins 9 et ensoleillé pour samedi, dimanche, moins 4 et moins 6 en soirée. Voilà. Mais voilà, merci beaucoup, Dominique. Merci, Ernest. Merci à tous. Merci, John. Merci à toi aussi. Et puis, on se retrouve d'abord, bonne soirée. On se retrouve demain à compter de 16h, 16h15 pour une autre édition de Billets de retour, n'est-ce pas, Dominique? Absolument, Ernest, avec plaisir. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Bon retour. Merci. Bon retour à toi aussi.
Et puis, nous voulons prendre le temps de remercier nos invités. Madouanika Kadé, elle est députée libérale de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue française. Jean-Emmanuel Pierre, journaliste, politologue, directeur des nouvelles ACPAM, expert des questions haïtiennes. Guillaume Houle est responsable affaires publiques à l'Association de la construction du Québec. Et puis, professeur Angelo Dos Santos est professeur de sociologie à l'UQAM. Et nous voulons aussi prendre le temps de remercier Madame Asma Heurteloup, notre recherchiste, remercier également Junie Limage à l'accueil téléphonique, à la régie technique du côté de la télévision, Dominique à la circulation, la météo. Et je rappelle que Billet de retour est une production de CJWI en diffusion simultanée sur le CPAM 1410, mais c'est aussi sur CPAM TV, le www.cpam1410.com, et puis aussi sur les médias sociaux, entre autres sur Facebook Live, et d'autres entrevues seront un peu plus tard sur YouTube, Spotify. On est presque partout et donc merci à vous aussi d'avoir choisi CPAM et d'être resté fidèle à votre radio jusqu'à la toute dernière minute. Et là-dessus, mesdames, messieurs, je vous dis merci, au revoir et à demain.